Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. Il y a quelques années, en 2017, le président Macron a déclaré que l'antisionisme serait, je le cite, la forme réinventée de l'antisémitisme. C'était une déclaration audacieuse puisque, historiquement, pour commencer, les premiers opposants au sionisme ont été des juifs, naturellement. Et l'antisionisme a été, je crois qu'on peut le dire, majoritaire parmi les juifs jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et puis, aujourd'hui, il est très facile de voir qu'à l'évidence, il y a des opposants aux politiques sionistes de l'État sioniste d'Israël qui ne sont pas antisémites, et il y en a même beaucoup encore qui sont juifs. C'est tout le propos du livre dont nous allons parler aujourd'hui, Antisionisme, une histoire juive, dont 2 des 3 autrices sont présentes sur ce plateau, Béatrice Orès et Sonia Feyman. Vous êtes toutes les 2 porte-parole de l'Union juive française pour la paix, et vous avez réuni 3 années durant, en travaillant avec Michèle Sibony, la 3e autrice, que l'on connaît bien aux médias puisqu'elle est déjà venue plusieurs fois, une série de textes qui ont fait la tradition juive de l'antisionisme depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Alors on voit bien à quel point cette question aujourd'hui est brûlante, à quel point l'enjeu est important. Assimiler l'opposition au sionisme à l'antisémitisme, c'est évidemment cautionner la politique de l'État d'Israël, l'État sioniste qui s'est déclaré récemment officiellement, qui a revendiqué officiellement d'être l'État-nation du peuple juif en Palestine, au détriment des Palestiniens, et même dans une logique, on l'a très bien vu ces derniers mois malheureusement, de nettoyage ethnique. C'est aussi faire cette déclaration, assimiler antisionisme et antisémitisme, comme le veut Benyamin Netanyahou, devant lequel cette déclaration d'Emmanuel Macron a été faite en 2017, c'est aussi assimiler la judéité à Israël et au sionisme. Et donc faire porter en retour la responsabilité des politiques menées au nom du sionisme à tous les juifs, ce qui est évidemment désastreux et on peut d'emblée le suggérer, source d'antisémitisme. Vous êtes toutes les 2, je le disais, porte-parole de ce mouvement, donc l'Union juive française pour la paix, et c'est en tant que militante, pour des raisons politiques, que vous avez fait ce travail d'historienne, ce travail qui a consisté à rassembler ces textes. Peut-être qu'on peut commencer par présenter cette association politique contemporaine, donc qui a été fondée en 1994, l'Union juive française pour la paix. Tout à fait. L'Union juive française pour la paix a donc été fondée après les accords d'Oslo. Mais très vite, on s'est aperçu que les accords d'Oslo, c'était une catastrophe pour les Palestiniens. Et donc, on a eu deux piliers de notre militantisme. D'une part, donc, le soutien au peuple palestinien et à leur autodétermination. Et un point important, c'est le retour des réfugiés. Donc, l'antisionisme réel, c'est à la fois de proposer, de soutenir l'autodétermination des Palestiniens et de soutenir le retour des réfugiés sur le territoire qui est maintenant nommé Israël. Et notre deuxième pilier de militantisme, c'est l'antiracisme politique, puisqu'on voit malheureusement, et c'est de pire en pire, qu'en France, il y a une islamophobie importante. Et depuis plus de 10 ans, je crois même plus, on lutte contre l'islamophobie en France. Tu veux rajouter quelque chose ? Ce sont les axes principaux, oui. Après, on peut développer, mais effectivement, on n'est pas seulement dans le soutien aux Palestiniens, bien que ça soit notre lutte principale et alimentée encore plus par l'actualité durable depuis une vingtaine d'années, mais également, on est très attaché à la lutte antiraciste politique, et c'est important de dire antiracisme politique, c'est pas l'antiracisme humanitaire, humaniste, parce que on s'aperçoit que même si l'antisémitisme est vif et reprend un peu du poil de la bête, on s'aperçoit que depuis un certain nombre d'années, il y a une espèce de translation de l'antisémitisme à l'islamophobie. Et donc, le bouc émissaire n'est plus le juif, mais le musulman, l'arabe.
C'est-à-dire que on voit en quelque sorte une connexion se faire entre la prétendue lutte contre l'antisémitisme d'un côté et la stigmatisation, la réification des musulmans ou des gens qui sont de culture musulmane, c'est-à-dire des Arabes en général, avec cette idée donc qui seraient antisémites et que s'ils ne sont pas antisémites, c'est qu'ils ont finalement réussi à s'extraire d'une culture qui serait en elle-même antisémite. Ce qui permet évidemment de passer sous silence le fait que le plus grand des crimes commis contre les Juifs n'a absolument pas été le fait d'Arabes ou de musulmans, mais le fait des Européens. Tout à fait. Si l'on revient juste, je voulais ajouter qu'on s'insurge aussi contre la formule lutter contre tous les racismes et l'antisémitisme. On entend ça souvent dans certaines organisations. Et nous, on prétend, enfin, on affirme que l'antisémitisme est une forme du racisme parmi d'autres. Elle a sa spécificité, mais il n'y a pas de raison de mettre à part l'antisémitisme, ce qui est lourd de signaux. Ça renvoie à l'idée d'un exceptionnalisme historique, aussi bien historique que contemporain, de ce racisme particulier contre les Juifs. Ça fait penser d'ailleurs au nom de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, et le MRAP aussi, qui distingue les deux. Et ça renvoie plus largement à une question, me semble-t-il, très intéressante, aussi bien d'un point de vue historique que philosophique, celle de la nature de l'antisémitisme. Est-ce qu'il est éternel ? Est-ce qu'il est consubstantiel à l'Occident, à l'humanité ? J'ai entendu il n'y a pas si longtemps un historien expliquer que l'antisémitisme en Occident J'ai entendu il n'y a pas si longtemps un historien expliquer que l'antisémitisme existait depuis des millénaires, ce qui, à mon avis, est une erreur. Ça renvoie à cette question-là aussi, j'imagine. Oui. Et il y a une certaine évolution. C'est quand même très ancien. L'antijudaïsme, qui s'est appelé après antisémitisme quand le mot a été inventé, mais cette haine, quand même, existe depuis très longtemps. Alors, ça, c'est... Le peuple déicide, c'est ce qu'a transmis la chrétienté. Donc, dire maintenant qu'on est dans un monde judéo-chrétien, c'est assez anachronique, puisque non, la chrétienté a toujours été contre le judaïsme. Enfin, jusqu'aux réformes modernes. Jusqu'aux réformes modernes. Il y a eu une encyclique Oui. Alors, jusqu'à Vatican II. Mais traditionnellement, les historiens du Moyen-Âge en particulier distinguent entre justement l'hostilité aux Juifs, l'anti-judaïsme, ils appellent ça comme ça, par opposition à l'antisémitisme, dans la mesure où il s'agit finalement d'une hostilité raisonnée qui se fonde sur le fait que les Juifs n'auraient pas reconnu le Messie, n'auraient pas reconnu Jésus-Christ, la fin de l'ancienne loi, donc, qui aurait été marquée par la venue de Jésus-Christ. Et donc, ils auraient, en plus, évidemment, accusé le Christ et provoqué sa mort, donc ils seraient déicides. Cet anti-judaïsme-là, d'un côté, très, très profond, jusqu'à Vatican II, on priait encore à Pâques pour le salut du perfide juif. C'est quelque chose de très profond. Mais ça se distingue cependant de l'antisémitisme qui serait une forme de complotisme délirant, qui apparaît aussi au Moyen-Âge, mais qui imputerait aux Juifs des maléfices. Ils empoisonneraient les puits, ils comploteraient contre la chrétienté, ils feraient des sacrifices rituels en tuant des enfants ou en sacrifiant des hosties. Ce sont les deux aspects, disons, de l'hostilité aux Juifs en Occident, mais en tout cas... Tout à fait. Mais le terme antisémitisme, à proprement parler, a été créé en Allemagne par un Allemand, M. Marr, au XIXe siècle. Donc le terme antisémitisme, c'est lié à tout le contexte de racialisation et de hiérarchisation des gens, enfin des groupes humains. Mais il est créé par quelqu'un qui se dit antisémite à l'époque. Quelqu'un qui se dit antisémite, tout à fait. Pour le rejeter, au contraire, c'est pour s'en réclamer. C'est pour s'en réclamer. De même qu'en France, il y a le fameux Drumont qui fait son beurre sur l'antisémitisme et qui a un succès immense. Mais alors, dans la façon dont vous avez présenté les choses dès le départ et la naissance de l'Union juive française pour la paix, vous avez fait allusion à deux choses. D'une part, la question du droit au retour, donc spécifiquement palestinienne, qui renvoie à des faits historiques qu'on devrait peut-être rappeler. Et puis, vous avez fait allusion aussi à la question des accords d'Oslo en 1993, qui ont marqué une étape majeure dans l'histoire de la Palestine et qui expliquent dans une large mesure la situation actuelle. Alors, reprenons peut-être d'abord le droit au retour, parce que le droit au retour, c'est lié à l'expulsion des Palestiniens de Palestine au moment de la guerre de 47-48, qui est donc l'aboutissement
des préparatifs sionistes pour la création d'un État. L'ONU entérine la création de cet État, mais c'est précédé d'une vague d'expulsion de villes. 500 villes et villages sont supprimés et 750 000 Palestiniens sont sur les routes de l'exil. Et à partir de ce moment-là, ils vont être dans des camps de réfugiés qui se sont solidifiés mais qui existent toujours, qui sont des quartiers des villes ou à la proximité de certaines villes. Et dans cette situation, ça va jusqu'à la 3e génération, c'est-à-dire que les enfants de ceux qui ont été expulsés, leurs petits-enfants et parfois leurs arrière-petits-enfants sont considérés comme des réfugiés. C'est pour ça qu'a été créé cet organisme qui s'appelle l'UNRWA, qui était spécialement pour venir en aide aux réfugiés palestiniens de ce qu'on appelle la Nakba, pour eux la catastrophe, donc cette expulsion, et qui est gravement menacée aujourd'hui à la fois par Israël et par les États-Unis. Puisque précisément, la ligne politique et de propagande d'Israël consiste à dire aujourd'hui que l'UNRWA est antisémite. Oui. Et il faut dire que 80% des Gazaouis sont des réfugiés de la Nakba de 1947-48. Donc parler du droit au retour, qui est d'ailleurs un droit reconnu par l'ONU, c'est nier le résultat de la création d'Israël en termes d'expulsion des Palestiniens. Et c'est leur faire retrouver leur terre. L'ONU parle aussi d'ailleurs du droit de résistance à l'occupation. Exactement. Tout à fait. Et il y a de fait légalement une occupation oui. de la Cisjordanie jusqu'à ce que les Israéliens quittent Gaza, mais continuent le blocus et le contrôle sur Gaza de la bande de Gaza elle-même. Mais la Cour internationale de justice l'a confirmé en juillet dernier, que c'était des territoires occupés de manière illégale. Et qui devaient être libérés en juin. Et qui devaient être libérés rapidement, mais ça n'a pas été... Évidemment. Aucune des injonctions de la Cour internationale de justice n'est prise en compte par Israël, et les pays, ni par Israël, ni par les pays occidentaux. Alors, si on reprend les choses à la base, l'histoire de l'antisionisme, dont vous montrez qu'il est une histoire juive à la base, peut-être qu'il faut commencer par revenir tout simplement à ce que c'est que le sionisme. Parce que finalement, on en parle beaucoup, mais peu de gens, sans doute, savent exactement, sont au clair sur l'histoire du sionisme. Alors, le livre, on n'a pas voulu faire justement une histoire du sionisme. Donc ça, c'est clair, on va un petit peu expliquer ce que c'est le sionisme, mais le livre, c'est une histoire de l'antisionisme. C'était un exercice d'ailleurs difficile, parce qu'on était, dans notre sélection de textes, on était toujours, on glissait souvent vers des textes qui parlaient du sionisme. Or, on voulait avoir le point de vue d'antisioniste sur le sionisme. Donc c'était un exercice dans le choix des textes un peu compliqué, et on a dû pas mal discuter sur ce point. Alors, il faut dire... Avant de parler du sionisme juif, qu'il existe un sionisme chrétien qui, lui, date du XVIIe et XVIIIe siècle. Qui est bien antérieur. Bien antérieur. Le sionisme chrétien est bien antérieur. Et ce sont les évangéliques, ce qu'on appelle les évangéliques. Et notamment, ils sont très puissants aux États-Unis. Encore aujourd'hui, sont les soutiens de Trump. Et c'est beaucoup des proches dans le gouvernement de Trump donnent beaucoup d'argent pour la constitution de colonies en Cisjordanie. Donc ça, c'est et ils sont beaucoup plus nombreux que les sionistes juifs, en termes de nombre. Donc ils ont un impact politique plus important, même si ça n'apparaît pas pour le moment. Alors c'est pas forcément facile à comprendre. Quelle est la logique ? Pourquoi est-ce que ces chrétiens, depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, les partisans de Donald Trump, sont sionistes ? Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'il doit y avoir, puisque c'est quand même ça au départ l'idée du sionisme, qu'il doit y avoir un peuple, nation juif, qui doit retrouver une terre, évidemment. Non, il ne parle pas exactement en termes de nation. Non, il parle du retour des Juifs, comme d'un groupe ethnique, retour des Juifs sur la terre de Palestine, pour qu'ils se convertissent tous à la chrétienté. Et sinon, d'ailleurs, ils devraient disparaître. Non, mais avant ça, il faut que tous les Juifs retournent en Palestine pour que le Christ puisse revenir. C'est ça l'idée. Après que les Juifs, s'ils ne se convertissent pas, ils seront effectivement tués. Donc, je veux dire, c'est une forme d'antisémitisme un peu particulier. Et c'est pour ça que la plupart des évangéliques sont antisémites. Et que Trump lui-même est antisémite. Donc, vous venez de montrer qu'en réalité, une bonne partie du sionisme, et d'abord le sionisme historique, le premier, celui des chrétiens,
est un antisémitisme, au sens où, pour ces sionistes-là, les Juifs sont dans l'erreur, mais il y a une logique eschatologique. C'est la logique de la fin des temps, et il faut qu'ils reviennent à l'endroit d'où ils viennent. Ça advienne. Et soit se convertissent, soit éliminés. Voilà, c'est ça. Totalement effrayant. C'est totalement effrayant. Et l'étape suivante, et c'est là peut-être qu'il faut... c'est lié justement à l'antisémitisme réel qu'il y a eu notamment en Russie, dans l'Empire russe. Et donc, et c'était l'antisémitisme dans l'Empire russe où il y avait beaucoup de pogroms. Et ils étaient quand même vraiment très mal traités. Un des premiers écrits qui se posait la question de l'émigration des Juifs, notamment de Russie, c'est Pinsker, Léo Pinsker. Bon, son livre n'a pas eu beaucoup de succès. Et c'est effectivement le vrai sionisme, c'est Theodor Herzl. Qui n'est pas un Russe, mais un Autrichien. Qui est un Autrichien. Alors, on dit habituellement que c'est parce qu'il a pris conscience du fait que pour lutter contre l'antisémitisme, au lieu de lutter où on était, il fallait plutôt s'en aller et créer un État. Ce n'est pas vraiment le procès Dreyfus. Ce serait quand même la situation en Autriche, où il y avait Karl Lueger comme maire, et Karl Lueger était à Vienne, était un antisémite notoire, et c'est la raison essentielle du questionnement de Herzl. C'est-à-dire qu'il développe l'idée qui est encore avancée aujourd'hui par les partisans de l'État d'Israël et de l'assimilation de l'antisionisme à l'antisémitisme. Il développe l'idée que finalement le seul moyen pour les Juifs d'être en sécurité, c'est d'avoir un État-nation avec un appareil d'État et une armée naturellement qui les défendent. Ce qui revient finalement peut-être à corroborer l'idée que les Juifs doivent former un peuple et que c'est depuis les bases de leur État-nation qui pourront se défendre. Oui, et ça c'est un grand point de discorde entre le sionisme et l'antisionisme. On développe tout un chapitre dans le livre à ce sujet, sur cette conception des juifs peuple simplement, ou juifs État-nation, enfin une nation juive nécessitant un État. Oui, parce que une nation juive, c'est aussi dans le livre, on va être un petit peu... c'est le Bund. Il disait qu'il peut y avoir une nation juive sans territoire. C'est ce qu'ont développé les membres du Bund, qui étaient donc en Russie, Pologne et Lituanie. Et oui. Pardon, non mais je voulais pas interrompre, mais compléter en disant que le Bund et d'autres juifs de l'époque, disons de la fin du 19e siècle, début du 20e, qui ont professé cette idée, et d'autres après, plus tard, qui ont professé cette idée d'une nation diasporique qui n'a pas besoin d'un État, ils ont quand même été minoritaires, ils le sont toujours face à Israël et face aux tenants du sionisme qui ont repris la thèse de la nation de Renan et de tous les théoriciens du 19e, début 20e, où un peuple a besoin d'un État, enfin une nation a besoin d'un État plus exactement. Et c'était une notion qui était quand même un peu en déclin, de la même façon que le colonialisme, qui avait eu ses belles heures, à la fin du 19e siècle, commençait à se fragiliser. Or, les sionistes ont emboîté le pas de ces notions-là, d'une nation où on a besoin de coloniser la terre, en oubliant qu'il y a des habitants qui sont là. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'avec un temps de retard, ils ont repris, pour se calquer sur ce modèle, en fait, le modèle occidental, la logique de la nation et de la race, parce que les deux étaient quand même liés dans une large mesure au moment où elle émerge, la notion de nation, elle devient prépondérante fin 19e, début 20e, et l'idée que les nations ou les races civilisées ont vocation à coloniser celles qui ne le sont pas. C'est très présent chez Herzl. Ah, c'est très présent chez Herzl. Alors, c'est curieux parce que Herzl n'a pas pensé à la Palestine tout de suite. Le colonialisme, c'était clair. Il était fin 19e, début 20e. C'était pas encore le processus de décolonisation quand même. C'est plutôt les années 50, 60, 70. Et donc, ils ont pensé à l'Ouganda. Ils cherchaient une terre sans peuple, si je puis dire, pour reprendre la formule consacrée. Ils cherchaient une terre sans peuple, ils ont pensé à l'Ouganda, ils ont pensé à l'Argentine, où il y a les Pampas, il y avait des territoires. Et c'est tardivement qu'ils ont pensé à la Palestine. Donc au départ, c'était pas religieux. Enfin,
ils ont axé sur la religion parce que les Juifs de l'Est, et d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, ils n'étaient pas du tout persuadés qu'il fallait qu'ils partent. Et s'ils partaient pour fuir les pogroms, c'était plutôt en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis. La Palestine, pour les Juifs d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, c'était les États-Unis. Il faut distinguer, je crois, la mise en pratique, la stratégie sioniste que tu viens de décrire et les idées qui ont circulé. Parce que même Herzl, dans l'État juif, que j'ai relu il n'y a pas longtemps, ou l'État des Juifs, à un moment, il pose la question... la Palestine ou l'Argentine. Donc, il avait déjà ça en tête, parce qu'il sait que, même si lui était laïque, pas du tout imbibé de religion juive, il savait que ça existait. Mais bon, il est passé là-dessus, et effectivement, après, à chaque congrès sioniste, le premier étant le congrès mondial du sionisme en 1897, tous les 2 ans, ou tous les ans? Non, je crois que c'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans, oui, il y avait un nouveau congrès où les choses ont avancé. Et c'est là qu'effectivement, il y a eu un conflit entre les territorialistes qui voulaient absolument trouver une terre et puis d'autres qui disaient, ça sera où on pourra. Mais il y avait cette idée de mettre les Juifs sur une terre où ils seraient en sécurité et entre eux, sans autres populations, donc ignorant complètement l'existence des Palestiniens. À propos de Herzl, j'aurais 2-3 choses à dire en plus. C'est qu'il croyait d'ailleurs Dreyfus coupable. Hein. Donc on voit bien. Oui, ouais. Il croyait Dreyfus coupable et il était quand même antisémite lui-même puisqu'il a eu des relations très proches avec Drummond. Et puis méprisait aussi beaucoup. Drummond a fait la recension de l'état des Juifs dans son journal La Libre Parole. Donc je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Là, il est beaucoup plus affirmatif, beaucoup plus méprisant vis-à-vis des Juifs, qu'il appelle des youpins. Voilà. Surtout les Juifs d'Europe de l'Est. Enfin, lui, il était assimilé. Hein. Et donc, les Juifs qui pratiquaient, pour lui, c'était un monde qu'il ne connaissait pas, qu'il ne comprenait pas. Et de ce point de vue-là, il était antisémite. Et donc, il faut quand même savoir qu'être proche de Drummond, c'est... Oui, Drummond, c'est un antisémite forcené qui leur attribue tous les torts en France, qui considère que ce n'est pas un élément qui appartient à la nation française. Et il y a cette idée que finalement, Dreyfus n'a même pas trahi. Hein, je crois que c'est Barrès qui dira cela après. Oui, il n'a même pas trahi du tout. Il ne peut pas trahir puisque ça n'est pas sa nation, la nation française. Donc, on ne peut pas lui demander de lui être loyal. Absolument, c'était absolument incroyable. Et donc, il y a un autre point qui concerne Herzl en lien avec Lord Balfour. Donc, c'est la deuxième étape de la création du sionisme. C'est la déclaration de 1917 de Lord Balfour qui propose une entité juive, un foyer juif, le terme exact, en Palestine. Foyer national. Mais un foyer national juif, mais il n'exclut pas que les Palestiniens, enfin qu'on appelait à l'époque les Arabes et pas les Palestiniens, aient également dans la même région géographique un foyer national. Mais il ne l'affirme pas. Mais il dit les autres, sans les nommer, devront être protégés. Mais il faut dire que donc il a fait le tour du monde pour avoir des sous, Herzl. Et il est allé en Grande-Bretagne. Il a rencontré Balfour en 1905, quand Balfour était Premier ministre. Puisqu'au moment de la déclaration Balfour en 1917, il n'était pas Premier ministre. Et c'est en 1905 qu'il a fait une loi sur les étrangers, c'est pas nouveau les lois sur les étrangers, dans laquelle il interdit l'immigration des réfugiés juifs de l'Empire tsariste en Angleterre. Par contre, il soutient l'établissement de colons juifs en Palestine. Il faut bien savoir que Balfour est un évangélique, donc c'est cohérent avec son côté religieux. Donc la politique et la religion sont imbriquées dans ce cas-là. Et en 1902, donc avant que cette loi soit émise, Herzl est venu voir Balfour et est venu témoigner devant la Commission royale pour défendre l'interdiction d'immigration des Juifs en Grande-Bretagne, puisque lui, il voulait qu'ils aillent en Palestine. Donc on voit quand même, c'est un deuxième point de la constitution du sionisme. Et donc dans notre livre, il ressort quand même pas mal que c'est le sionisme qui est antisémite et l'antisionisme qui représente vraiment le judaïsme.
Je crois même me souvenir que quand Balfour propose au cabinet anglais cette fameuse déclaration donc, qui va créer en Palestine mandataire un foyer national juif, le seul membre du cabinet, donc du gouvernement anglais qui s'y oppose, c'est le seul ministre juif. C'est Lord Montagu. Parce que lui a parfaitement conscience qu'en réalité c'est une mesure antisémite à tous égards. Mais là on voit... Et son texte est dans notre livre, le texte de Montagu. Je ne sais pas si on prononce Sir Edwin Montagu, je ne sais pas comment on prononce Montagu en anglais. Donc c'était effectivement le seul. Et donc il réagit vivement à cette déclaration. Et le titre de son mémorandum, c'est clairement « Mémorandum sur l'antisémitisme du gouvernement britannique ». Donc en 1917. Là, on voit comment se rejoignent cette vieille tradition antisémite sioniste chrétienne dont vous nous parliez, voilà. Très ancienne, à laquelle Balfour appartient, et puis le souci de défendre les Juifs qui sont persécutés, qui est celui de Herzl, dans une logique d'État-nation pensée à l'occidental et de colonisation pensée à l'occidental. Mais la circonstance quand même qui permet ça, c'est que le Moyen-Orient passe sous mandat britannique. C'est une colonie, en 1922. Et là, il y a le troisième personnage qui intervient, c'est Weizmann, le premier président, par la suite premier président, mais un des sionistes qui est britannique, qui était chimiste et qui a donc pas mal négocié sur ses travaux pour que les gouvernements anglais le soutiennent. Et qui a dit qu'une Palestine juive a eu l'accord, disons, des Britanniques en disant une Palestine juive serait une garantie pour l'Angleterre, en particulier en ce qui concerne le canal de Suez. Donc on voit bien que on le voit aujourd'hui, de toute façon, les raisons géopolitiques priment sur n'importe quoi d'autre. Le religieux, là-dedans, n'a rien à voir. Et donc là, c'est le troisième personnage important qui a négocié avec les Britanniques et qui a même, cherché à transformer la déclaration Balfour, qui était un engagement unilatéral britannique, en un document de droit international. Donc ça, c'est très important. Il y est parvenu en 1922 avec la ratification par la SDN, la Société des Nations, du mandat britannique sur la Palestine, incluant le foyer national juif. Donc, il était président du Congrès mondial juif. Il était président du Congrès mondial juif, oui. Et il faut bien comprendre donc, que ces décisions, elles sont prises par la puissance coloniale, qui a récupéré en fait un territoire, la Palestine, qui jusque-là était contrôlé par l'Empire ottoman, après justement l'effondrement de cette puissance-là, sans évidemment engager là-dedans, dans ses choix, les coloniser. C'est le principe. Comme d'habitude, c'est le principe de la colonisation. Non, c'était la suite du Congrès de Versailles et le partage du Moyen-Orient. Entre la France et la Grande-Bretagne. À ce propos, il y a un texte de Julius Kahn qui fait dans notre livre, qui fait une déclaration au président américain au moment où il vient à Paris négocier pour lui dire que c'est pas une bonne idée de créer un État juif en Palestine. Alors maintenant, on peut en venir au livre lui-même, justement, à ce travail que vous avez fait, qui a consisté à faire vivre et revivre cette tradition antisioniste juive avec ces 50 textes, donc, qu'on pourrait peut-être présenter un petit peu quand même, une cinquantaine de textes dont l'écriture s'échelonne entre, je crois, 1885, c'est ça, et 2020. Et 2020, que vous avez réparti de façon thématique et non pas chronologique, même s'il est beaucoup question d'histoire. Ce sont des logiques séparées de l'antisionisme que vous avez voulu voir chacune dans la longue durée. Alors on a pris les thèmes que développent les sionistes, puisqu'ils disent le sionisme, c'est le judaïsme. On doit créer un État-nation, donc la question nationale. L'antisémitisme, c'est nous qui allons résoudre le problème de l'antisémitisme en créant un État juif. On aborde aussi la question du colonialisme. Herzl, bien sûr, au début du sionisme, ils étaient des colons affirmés, puisque on était encore au début du XXe siècle. Mais au moment de la décolonisation, dans les années 50 à 70, ils ont fait un petit peu profil bas. Ils ne voulaient plus dire que c'était du colonialisme. Mais depuis peut-être 20 ans, et en tout cas au moment de l'État-nation juif,
et de la revendication de... Enfin, c'est surtout 1967 qui a fait le basculement, disons. Hein. Là, le fait de devenir impérialiste, d'être leur a fait de nouveau dire qu'ils voulaient annexer toutes ces terres et qu'ils considéraient que ça allait faire partie du Grand Israël. Mais le discours n'est plus celui d'un colonialisme assumé à partir de ce moment-là, comme c'était le cas chez les premiers sionistes qui étaient très fiers de déclarer qu'à eux aussi, ils allaient coloniser les peuples non civilisés. Là, ça devient une logique historico-religieuse qui consiste à dire, même quand on est laïque, sioniste laïque, qu'il y a une promesse qui a été faite au peuple juif de la Palestine. Et donc, ça ne se présente pas non plus comme un impérialisme. Aujourd'hui, si on rappelle la nature coloniale de l'État d'Israël, déjà, on encourt l'accusation d'antisémitisme. Donc, c'est plus du tout assumé, mais c'est plutôt une logique historique qui serait essentielle au peuple juif qui est revendiquée là. Ça évolue selon les contextes géopolitiques et l'évolution des conflits. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, en tant qu'antisioniste, si on dit que l'État est un État colonial, que la Palestine est colonisée par le sionisme, effectivement, on n'est pas entendu par ceux qui défendent cet État tel qu'il est. Mais depuis aussi les phases de lutte décoloniale des dernières décennies, il y a toute une partie, quand même, il y a des gens, des groupes qui entendent ça. Et donc... D'ailleurs, à la faveur, si on peut dire, de ce qui se passe depuis le 7 octobre 2023, il y a un éveil de la conscience quand même dans le monde, qui n'est peut-être pas majoritaire, mais un éveil de la conscience sur cette nature coloniale de l'État, qui a créé un colonialisme de remplacement, c'est comme ça qu'on le caractérise. Et il y a les travaux de Dylan Papé qui sont très importants pour comprendre la nature de l'État. Bon, il y en a d'autres aussi, qui font que ce colonialisme n'est plus nié, même s'il est combattu idéologiquement aujourd'hui. De toute façon, Ben Gvir et Smotrich l'affichent de manière... Les deux parmi les ministres les plus extrémistes du gouvernement actuel, voilà, qui démissionnaires, je crois. Mais sont démissionnaires parce que il y a un cessez-le-feu qui désapprouve, mais ce sont des partisans de l'éradication pure et simple des Palestiniens. Oui, mais ils sont démissionnaires sous condition. Enfin non, ils ont posé la menace de démissionner. D'abord, si le cessez-le-feu était signé, ils n'ont pas obtenu ça, mais ils ont obtenu en compensation que la Cisjordanie soit sous un feu très fort de l'armée israélienne, qui avait déjà commencé à attaquer beaucoup de Jenin et Naplouse, au moins les lieux où il y a de la résistance, Kalkilia également. Mais maintenant, ça continue. Et donc, de plus belle, depuis le cessez-le-feu. Alors, je ne suis pas sûre qu'ils vont démissionner. Ils ont obtenu ça. Peut-être qu'ils ont obtenu ça de Trump, ça, on ne sait pas. Mais bon... On va pas... Et de Netanyahou, qui ne veut surtout pas qu'il démissionne, parce que s'il démissionne, lui aussi va tomber. Eh oui. Bon. Si on revient à la manière dont vous avez procédé dans le livre, finalement, vous avez apporté des réponses de la tradition antisioniste juive donc aux différentes lignes argumentaires des sionistes. Quand on regarde simplement votre couverture, on y voit une pièce de l'époque de la Palestine des années 20, avec d'abord ce mot Palestine, dont la légitimité même est parfois contestée par les sionistes, comme si la Palestine n'avait jamais existé. Or là, on a une pièce de Palestine mandataire, avec de part et d'autre une inscription en arabe et en hébreu, si je ne me trompe pas. Et puis, donc à témoignage, Donc, à témoignage finalement de la binationalité qui s'est développée de facto à partir de l'immigration sioniste, donc à partir du début du XXe siècle. Et vous avez en arrière-plan, en arrière-fond, des dizaines et des dizaines de noms de juives et de juifs, très connus ou moins connus, Albert Einstein, Hannah Arendt, Judith Butler, parmi les gens connus, et tant d'autres, donc, qui ont illustré, alimenté la tradition antisioniste juive. Oui.
Et là, je voudrais juste préciser, vous parlez d'un binationalisme à partir du moment des émigrations fortes des Juifs, notamment d'Europe centrale. Mais avant cela, il n'était pas question de binationalisme. C'était une Palestine peuplée principalement de musulmans, les Palestiniens, secondairement de chrétiens, et troisièmement de Juifs, qui étaient beaucoup moins nombreux, mais qui étaient là depuis des siècles. Donc c'est ça qu'on appelle le Yishuv, l'établissement juif en Palestine. Et ces communautés vivaient en assez bonne intelligence. Et il ne s'agissait pas d'État. C'est quelque chose qu'a beaucoup souligné récemment Ariella Azoulay, je crois. Oui. Qui appelle Israël la colonie juive. Oui. Elle l'appelle la colonie sioniste. La colonie sioniste, oui. Puisqu'elle-même est issue, en fait, en partie, et elle en a pris conscience, je crois... tardivement, qu'en fait sa famille était une famille juive arabe. À tous égards, y compris du point de vue de la culture, du point de vue des bijoux féminins, entre autres, c'est l'un des thèmes qu'elle développe. Elle prend conscience qu'en réalité... Elle est dans le livre aussi, Ariella. Elle prend conscience qu'en réalité, cette identité-là, juive arabe, qui était vive, a été écrasée et déniée par le colonialisme sioniste, pour le coup. Et ça, ce sont des juifs, surtout, parce que le Yishuv, c'était pas forcément des juifs arabes. C'était des juifs qui venaient beaucoup d'Espagne après l'Inquisition, ou d'autres pays. Mais les juifs arabes qui sont venus, ou qui ont été emportés, emmenés du Yémen, d'Algérie, surtout du Maroc, moins d'Algérie, par les sionistes. Alors eux, c'est une découverte relativement récente dans l'histoire de cette revendication de s'appeler juif arabe, parce que peut-être que les gens en avaient conscience, mais qu'ils ne disaient pas, ça ne se disait pas, c'était pas parlé, c'était pas dit cette étiquette, cette appartenance. Au contraire, en Israël, ils devaient nier leur partie arabe, puisque l'arabe, le palestinien, était l'ennemi. Et donc, je veux dire, pour les juifs arabes, c'est une position... d'abord, ils ont été dans la hiérarchie, ils sont dans la catégorie la plus basse, hiérarchiquement. Ce sont toujours les Ashkénazes qui sont les gouvernants... peut-être un peu moins maintenant. Oui, mais l'encadrement du pays. L'encadrement du pays, c'est ceux qui ont fondé le sionisme. Il y a un texte de Ella Habiba Shohat dans le livre, qui a émigré d'Israël aux États-Unis depuis longtemps, mais qui parle des victimes juives du sionisme en disant moins que les Palestiniens, mais victimes quand même, et qui essaye de remettre... à niveau, de représenter toutes les cultures des Juifs venus de différents pays du Proche-Orient ou du Maghreb, dont les cultures ont été étouffées. Et ça, c'est aussi un des aspects du sionisme qui est fustigé dans plusieurs textes, le fait que pour créer ce Juif nouveau, qui était l'idéologie mise en avant, il fallait nier les différentes cultures des émigrations juives diverses qui sont venues en Israël. Et comme disait Béatrice, les juifs arabes, même si on les appelait pas comme ça, mais les juifs séfarades ont été particulièrement victimisés. Ils appellent maintenant ça les Mizrahim. En hébreu, c'est ça, Mizrahim, oui. Et il y a un des textes aussi qui, alors c'est pas celui d'Ella Habiba Shohat, je sais plus, qui montre comment, si c'est Michel Warshawski, qui montre comment l'establishment sioniste a tout fait pour leur faire détester non seulement leurs racines arabes, mais les Palestiniens. Et donc, beaucoup sont devenus des membres du Likoud et de la droite. Tout en étant... ce sont des colons, souvent. Oui. Puisqu'il y a le côté économique. Donc, comme ils sont arrivés, qu'ils étaient économiquement plus précaires, ils ont été mis soit dans des villes éloignées de Jérusalem ou de Tel Aviv, alors qu'ils croyaient qu'ils allaient être dans ces endroits mythiques-là. Et donc, on leur a proposé des maisons à bas prix. Et donc, ils sont devenus colons. Ce sont les colons économiques, ce n'est pas les colons virulents. Il y a deux sortes de colons, mais peut-être que maintenant, ils virent aussi, je ne sais pas. Mais au départ, il y avait deux sortes de colons. Ce que vous dites fait penser à l'identité de l'assassin d'Isaac Rabin, Yigael Amir, qui est un Israélite, donc placé plutôt en position défavorable dans la société juive, parce que issu donc du peuplement initial, qui
semble-t-il, au moment où il assassine Yitzhak Rabin, venait de traverser une crise existentielle terrible parce qu'il projetait de se marier avec une personne dont la famille l'a rejeté finalement parce qu'il était justement, parce qu'il n'était pas un juif d'ascendance ashkénaze. Et c'est cet assassinat qui met fin aux accords d'Oslo dont vous parliez au départ, avec pour perspective donc une bipartition avec 2 États de la Palestine. Et pour en revenir au sionisme, il y a eu, puisqu'il y a des textes de personnes comme Martin Buber, Gershom Scholem, Hannah Arendt aussi, qui n'étaient pas à proprement parler des antisionistes. Ils sont dans le livre parce qu'ils avaient une position sur ce qu'on appelle le sionisme culturel. Donc il y a eu plusieurs étapes dans le sionisme. Celui qui a gagné et qui est toujours présent et vivant, c'est le sionisme révisionniste, qui a eu pour point de départ Jabotinsky. Mais il y a eu le sionisme culturel avec le groupe Brit Shalom qu'on créé. Donc ils étaient tous d'origine allemande. Ils ont émigré dans les années 20 en Palestine et ils se sont dit mais il y a des gens qui habitent là, il faut qu'on vive avec eux. Et donc ils ont essayé de créer ce qu'on a appelé le sionisme culturel. Et donc le groupe Brit Shalom, qui est devenu après Ehud, on ne va pas rentrer dans les détails, et on a mis en annexe un des textes de Brit Shalom où ils essayent de construire un monde binational dans la région, avec des institutions binationales. Enfin, ils ont travaillé énormément sur le sujet, mais ils ont perdu la partie politique. Et l'idée, donc, leur idée est celle d'une entité politique qui, au fond, serait unique, quand bien même elle serait multiple. Ou c'est pas si clair ? Si, c'est unique, mais avec je sais pas, peut-être un peu comme en Belgique. Oui, c'était teinté de binationalisme. C'était teinté de binationalisme. Il y a plusieurs conceptions, on pourra y revenir après, mais il y a le binationalisme, il y a l'État unique. C'est ça. Ça renvoie, commun. Ça renvoie aux solutions possibles aujourd'hui et aux discussions. Ça renvoie, c'est notre dernier chapitre qui, n'est pas d'actualité aujourd'hui, malheureusement, mais qui propose différentes solutions vues par des juifs antisionistes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la conception que l'État d'Israël a de lui-même, en tout cas ceux qui dirigent l'État d'Israël ont de leur État, c'est justement cette conception héritée de Jabotinsky, qui est un personnage très à droite, qui admirait beaucoup Mussolini d'ailleurs, je crois, ou qui était admiré lui-même par Mussolini. Et le père de Netanyahou était son secrétaire. Voilà. Donc, cette logique-là est tout à fait antithétique de celle dont vous parliez et qui est illustrée dans le livre, qui aurait consisté donc justement aux Juifs installés sur place à vivre avec les populations dans des formes d'unité, dans la pluralité. Ça n'a pas été entendu. Ils sont restés très minoritaires. Ils ont bataillé pendant les années 20 dans le débat public en Palestine, qui était encore la Palestine, mais ils n'ont pas gagné. Et donc, c'est tout de suite, c'est cette tendance très droitière qui a pris le dessus, même s'il y a eu des dirigeants comme Ben Gurion qui étaient plutôt entre les deux, qui ont essayé de jouer le jeu. D'ailleurs, c'est eux qui ont été en position de diriger l'État. Mais la tendance révisionniste Jabotinsky a pris, d'abord par-dessous et par les armes, a pris le dessus. Et finalement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pire même que Jabotinsky. Et par rapport à aujourd'hui, ils ont appelé leur action à Jénine et en Cisjordanie mur de fer. Et mur de fer, c'est le titre d'un des livres de Jabotinsky. Oui, donc l'inspiration est directe. L'inspiration est directe. À propos de ce groupe, il y a Hans Kohn qui a écrit un très beau, si je peux. Hans Kohn donc faisait partie du groupe Brit Shalom. C'était un Allemand qui a émigré en Palestine dans les années 20 et qui était donc un sioniste. Ceux qui immigraient, quand même, ils croyaient à cette possibilité de reconstruire un État. Et il dit, après les émeutes de 1929, puisqu'il y a eu des émeutes, ou des révoltes, il faut dire plutôt des révoltes, c'est le terme exact, en 1929, puis en 1936, quand les Palestiniens résidents, les indigènes, ont vu arriver tous ces colons, donc, qui prenaient les terres, qui s'installaient, qui voulaient les chasser, etc., déjà à ce moment-là. Donc, il y a eu les révoltes de 1929 et de 1936. Alors, après celle de 1929, Hans Kohn a dit
Nous nous présentons comme des innocents qui ont été attaqués. Assurément, les Arabes nous ont attaqués en août. Comme ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas pu respecter les règles de la guerre. Ils ont commis tous les actes barbares propres à une révolte coloniale. Mais nous devons en rechercher les causes profondes. Nous sommes en Palestine depuis 12 ans, sans avoir tenté une seule fois de nous occuper avec sérieux du consentement populaire, de négocier avec le peuple qui habite ce pays. Nous nous sommes exclusivement appuyés sur la force militaire de la Grande-Bretagne. Nous nous sommes fixés des buts qui devaient nécessairement et intrinsèquement conduire à des conflits avec les Arabes et dont nous devions nous dire qu'ils étaient le fondement et le fondement justifié d'une insurrection nationale contre nous. Et c'était il y a plus d'un siècle et en octobre 2023, je crois qu'on s'est retrouvés dans la même situation. La dernière partie de notre livre, on l'a appelée le sionisme et après. Donc on passe en revue des propositions faites par différents intellectuels, hommes et femmes politiques, qui ont des propositions qui vont pour la plupart dans le même sens. Enfin, disons, il y a deux grandes familles de propositions. Ceux qui sont toujours pour la création d'un État palestinien, avec en face d'eux des gens qui disent c'est devenu complètement impossible. Qu'est-ce que ça serait? Sur quel territoire il y aurait un État palestinien? Est-ce que ça serait un bout de la Cisjordanie qui est complètement morcelé par les colonies en relation comment avec Gaza? Ça n'a plus beaucoup de sens. Mais enfin, il y a des tenants et aussi sur un plan un peu symbolique, un certain nombre de gens disent que il est nécessaire que les Palestiniens aient un État. Théoriquement, oui. Mais d'autres, que ça soit du côté des Palestiniens, mais nous, on prend des textes écrits par des Juifs, mais il y a des Palestiniens qui sont aussi sur cette position de dire il faudrait un État unique, mais où il y a plusieurs modalités aussi de parler d'un État unique, ou plutôt d'un territoire dans lequel il y aurait soit un État binational avec deux administrations parallèles, donc les unes pour les Palestiniens, les autres pour les Israéliens juifs, et puis d'autres qui disent que la tradition Brit Shalom, c'est toujours ça, c'est dans un État binational. Mais à côté de ça, par exemple, Gideon Levy, le célèbre journaliste de Haaretz, oui. Haaretz, dit « Il n'y a que deux alternatives aux deux États, un État d'apartheid ou un État démocratique. Dans les deux cas, un État binational. » Bon, lui était pour... Enfin, et toujours, je pense, pour un État binational. Il y a un autre auteur qui s'appelle Moshe Béar qui a parlé de fédéralisme à l'échelle peut-être plus vaste du Moyen-Orient, parce qu'en ce moment aussi, l'enjeu, quand on voit la politique de Netanyahou, les invasions du Liban, en plus de Gaza, de la Cisjordanie et même de la Syrie, enfin d'une partie au Golan, on pense à quelque chose qui pourrait s'étendre. Alors pour Netanyahou et consorts, c'est le grand Israël, mais si on réfléchit de manière plus neutre, enfin, ou plus détachée du sionisme, peut-être qu'à l'échelle du Proche-Orient, il y aura une fédération, je ne sais quand. Alors, il y a aussi ceux qui prônent l'État commun, c'est les termes employés par Eric Hazan et Eyal Sivan dans le livre qu'ils avaient écrit, qui a pour corollaire d'ailleurs le refus de la centralité d'Israël pour les Juifs, en disant un État commun, c'est vraiment commun. Et puis, un auteur comme Mark Ellis, par exemple, a écrit beaucoup sur toujours en finir avec la centralité d'Israël. Et ça implique de faire toute leur place aux Palestiniens. Et c'est là qu'on entend le mot d'ordre, égalité des droits de la mer au Jourdain. C'est une position qui est défendue par un certain nombre d'antisionistes. Et certains parlent aussi... Alors, c'est des nuances. Certains parlent de désionisation. Judith Butler parle de déconstruction du sionisme. Bon, voilà, il y a tous ces termes qui sont employés, mais en ce moment, ça réfléchit et ça discute. Tout à fait. Elle dit, Butler, Judith Butler, les raisons d'imaginer un nouveau régime après le sionisme pourraient trouver leur principe dans le fait de reconnaître qu'aucun État ne peut légitimement se maintenir à travers la domination violente d'une population autochtone et minoritaire qui vit sur cette terre. Imaginer un régime post-sioniste qu'elle appelle dissolution du sionisme pourrait être la seule manière d'échapper à la violence et à la destruction. Non, mais quand on lit tous ces textes, ils résonnent avec ce qui se passe en ce moment et c'est terrible parce que on se dit...
s'il y avait eu des gouvernements qui avaient la raison comme structure, on ne serait peut-être pas dans la situation dans laquelle on est. Et Daniel Ben Saïd, qui est mort maintenant, mais écrivait en 2005... la fin de l'aventure sioniste est déjà à notre porte. Oui, il est devenu probable que notre génération soit la dernière du sionisme. Après elle, il resterait ici un État juif méconnaissable et haïssable. Et Ilan Pappé a écrit plusieurs textes depuis le 7 octobre 2023 où il voit aussi l'effondrement du sionisme. Alors à quelle échelle de temps, c'est pas dit. Mais... Et on peut dire que les effets du sionisme, c'est le racisme, l'apartheid et le colonialisme de remplacement. Et ça, c'est la réalité, c'est le sionisme réellement existant et les effets qu'il a aujourd'hui. L'un des principaux problèmes aussi, me semble-t-il, c'est justement la conjonction entre cette logique-là et la logique plus générale de choc des civilisations. Oui. Qui a été théorisée par Huntington, ce théoricien néoconservateur des États-Unis à la fin du XXe siècle, et qui est invoqué en permanence, et surtout par Benjamin Netanyahou, qui vient toujours, qui se présente au Congrès aux États-Unis ou en France sur la chaîne de Martin Bouygues, pour dire notre combat est le vôtre, nos ennemis. Ils sont d'ailleurs chez vous aussi, comme ils sont chez nous, ils sont chez vous dans vos banlieues. Ce sont les gens de culture, issus de culture musulmane. Et oui, c'est ça le problème. C'est la lutte. Je parlais du basculement de 1967, il y a eu le basculement du 9 septembre 2001. Oui, c'est ça. Et là, c'est l'axe antiterroriste. Et là, c'est l'axe antiterroriste, et où Israël se dit être le promoteur de... Et dont font partie un certain nombre de pays européens. Donc c'est une menace vraiment de... Mais c'est devenu un nouvel appui, finalement, pour la logique sioniste. Ah oui, c'est devenu un nouvel appui. À rebours, malheureusement, des espoirs dont vous faisiez l'état à l'instant de la part d'un certain nombre des auteurs que vous avez réunis ici. Merci beaucoup à l'une et l'autre, Béatrice Orès et Sonia Feynman, d'être venus présenter ce livre que je recommande. Donc, il y a beaucoup à apprendre dans ces textes. J'en connaissais quasiment aucun. On a découvert nous-mêmes beaucoup de textes. On a découvert nous-mêmes beaucoup de textes et on a fait un gros travail de traduction de plusieurs langues. De l'anglais, Sonia a beaucoup participé à la traduction de textes de l'anglais vers le français, de l'allemand, notamment pour ne pas avoir de droit d'auteur. Donc on a fait des retraductions parfois de l'allemand, de textes qui existaient en français, mais d'autres nouvelles traductions, du yiddish, de l'arabe et de l'hébreu. Donc on a fait des traductions, on a fait un petit groupe de traducteurs qui ont participé, qui sont remerciés d'ailleurs, pour donner à la société francophone accès à des textes qu'ils ne pouvaient pas connaître auparavant. Il faut vraiment nourrir sa compréhension du contemporain, trouver de quoi combler cette assimilation absolument mortifère, qui est une falsification historique, mais plus encore un programme néfaste pour le futur, que cette assimilation donc, entre antisionisme et antisémitisme, proclamé aussi bien par l'État d'Israël que par le président de la République française. Merci. Et merci encore de nous suivre. N'oubliez pas que le Média TV n'existe que grâce à vos dons et abonnements. Nous n'avons pas de publicité, nous ne sommes pas soutenus ni par l'État, ni par des patrons. N'hésitez pas à donner sur le site lemedia.fr.